Alors, Abdé dit qu'il est prêt. Op et moi aussi, nous sommes prêts. Bonsoir à tous et bienvenue à cette table ronde organisée par Kaina TV et diffusée en direct sur la page Facebook de Kaina depuis cette magnifique petite scène du théâtre Jean Villard. On dit souvent, on ne change pas une équipe qui gagne. Je suis Islam Deguenou, journaliste à Kaina TV et je co-présente cette émission avec Opmanaté qui est RCN, c'est reporter citoyen numérique à Kaina TV. Oh, bonsoir. Islam, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être là avec nous ce soir. Quartier d'insécurité, quartier de violence, désert politique. Tels sont les stéréotypes dont souffrent les quartiers populaires. Ces clichés sont souvent repris par les médias mainstream. Afin de raconter la réalité du quotidien des habitants de ces quartiers, plusieurs médias de proximité ont été créés, ont vu le jour. Ont-ils atteint leur objectif? Quelles sont les difficultés que rencontrent ces médias? C'est autour de ces principales questions que reposera notre table ronde d'1 heure et demie, intitulée Médias de quartier entre illusions et désillusions. Tout à fait, Hope. Et pour ça, nous avons plusieurs invités avec nous. Céline Bory, journaliste à Bondi Blog. Nabil Lazrak, coordinateur éditorial à Chouf Tolosa. Et aussi, nous avons Mayange Diallo, qui est aussi collaboratrice à Chouf Tolosa, qui est parmi nous. Dans un instant, on va aussi essayer de donner la parole à Mayange pour nous dire quelques mots. Nous avons aussi Nora Tafiroult, j'ai bien prononcé, j'espère, qui est présidente de Speaker Media à Strasbourg, et Erwan Ruti, ancien rédacteur en chef pour Presse et Cité. C'est bien ça. Également, nous avons Monsieur Salah Amokran, qui est notre grand témoin à cette table ronde, qui va nous apporter son regard extérieur sur la question des médias, sur les quartiers populaires. Sans trop tarder, Oups, c'est à toi. Eh bien, place à la première question de cette soirée, une question introductive, encore une fois, comme hier. Je vais laisser la parole à nos invités et leur laisser le temps de présenter leurs médias, leur association. Donc, Madame Céline, vous pouvez commencer. Bonjour à tous. Merci déjà pour l'invitation. Donc, moi, je suis Céline Bory. Je viens du 94, donc en région parisienne, et je suis journaliste indépendante et je travaille notamment pour le Bondi Blog. Donc le Bondi Blog, c'est un pure player qui a été créé en 2005 au lendemain des révoltes urbaines qui ont eu lieu à Clichy puis dans toute la France à la suite de la mort de Ziyad Bouna. Excusez-moi, juste pure player, ça veut dire quoi? Un média en ligne, c'est uniquement un média en ligne. Ok, d'accord. Et donc en fait, on vient de fêter les 18 ans du Bondi Blog. Et donc le Bondi Blog et essentiellement sur les quartiers populaires, ou en tout cas les questions qui tournent autour des quartiers populaires et de leurs habitants. Et en fait, comme d'autres avant, le Bondi Blog s'est créé parce qu'il y a eu le constat qui a été fait à la suite en fait, des révoltes populaires à Clichy et ailleurs, que le traitement médiatique des quartiers était problématique. Problématique, stigmatisant, et qu'il fallait peut-être nourrir nous-mêmes et créer nous-mêmes notre média pour pouvoir parler des sujets qui nous concernent et pas que d'autres le fassent à notre place avec un traitement qui va être toujours négatif, qui va toujours aller dans un sens qui n'est pas le nôtre. Donc voilà un petit peu. D'accord. Attendez, avant de donner la parole à M. Salah, vous avez dit que c'est un média qui a été créé par nous-mêmes. Quand vous dites nous-mêmes, quelles sont les personnes qui composent votre média? Alors, en fait, quand je dis ça a été créé par nous-mêmes, je reprends effectivement. Paradoxalement, c'est un Suisse qui s'appelle Serge Michel qui est arrivé à Clichy au moment des révoltes urbaines où tout brûlait, où à l'international on disait qu'il ne fallait pas aller à Paris, en banlieue, que c'était des no-go zones et qu'il y avait un traitement où, en gros, il y avait des pays qui disaient à leurs ressortissants n'allez pas à Paris, quoi. C'était l'Afghanistan. Et en fait, il s'est aperçu qu'il y avait un problème par rapport à ce traitement médiatique. Et du coup, il s'est avéré que sur Bondy, il y avait des jeunes qui se sont constitués qu'on appelle les blogueurs, et aujourd'hui encore les personnes qui sont body blog, on appelle ça des blogueurs, parce que l'idée du blog dans les années 2000 c'était quelque chose d'assez courant. Et en fait c'est des gens à la base de Bondy, puis des villes alentours,
qui ont commencé à écrire. Ce n'étaient pas des journalistes professionnels. Aujourd'hui encore, le Bondy Blog, il y a quelques journalistes professionnels, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont en formation ou qui sont en école de journaliste, ou pour certains qui souhaitent y accéder. Et on est une petite équipe. Il y a une trentaine ou quarantaine de blogueurs aujourd'hui, mais il y a une rédactrice en chef, une directrice. Donc la directrice, c'est Sarah Ichou. La rédactrice aujourd'hui, rédactrice en chef, c'est Elena Berkaoui. Et après, il y a des équipes de blogueurs. Donc c'est des très jeunes auteurs, en fait. Ça s'est élargi. C'est pas que Bondy, c'est même au-delà de la région parisienne, même si l'essentiel des forces, elles sont en région parisienne. Mais il y a aussi notamment des gens qui sont en études et qui font partie du Bondy Blog, qui sont en études à Paris 8 ou autres, mais qui viennent d'autres régions de France. Et du coup, parfois, ça va alimenter des sujets, d'ailleurs. D'accord. Je vois que tu veux poser la question à M. Salah. Il va te répondre bientôt. Mais bon, Céline, encore une petite question. Pourquoi c'était important d'inclure les jeunes, des jeunes qui n'ont pas forcément une expérience journalistique? Pourquoi c'était important qu'il y ait cette diversité de personnalités dans la rédaction des Bondy Blog? C'était d'abord important de faire parler les premiers concernés. Parce que le constat, mais il avait été fait avant aussi, mais le constat était que les personnes qui venaient parler de ces problématiques n'étaient pas des habitants, ou ne s'intéressaient pas à ces quartiers, ou ne s'y intéressaient que quand ça brûlait. Mais il y a des trucs qui sont bien, et il y a des choses dont ils font parler, qui sont bien, des belles initiatives et tout. Il n'y avait jamais personne. Donc du coup, c'était important que les gens parlent de leur vie, de leur quotidien, de leur réalité, tout simplement. D'accord, merci beaucoup. C'est à toi. Bien, on va passer à M. Salah, tout simplement. Bon, mais ouais. Merci beaucoup de votre invitation, bien que, puisque j'ai le rôle de grand témoin, je suis en train de me demander si ça ne veut pas dire que j'ai pas pris un peu de l'âge, quoi. Mais bon, c'est vrai, j'ai pris un peu de l'âge. Moi, je suis coordinateur de l'association Tactique Collective, qui est à Toulouse, qui est une association qui a déjà 25 ans. On agit beaucoup sur des questions liées aux héritages, à la mémoire, mobilisation des quartiers populaires, de l'immigration. On est très très attaché en fait à mettre en valeur ce patrimoine culturel, ce patrimoine des luttes, ce patrimoine des mobilisations. On est une structure assez engagée. On est de parti pris, on a des points de vue, on les défend. Voilà, on est présent au quotidien sur une partie de la ville de Toulouse qui sont les quartiers nord de Toulouse. Et aussi, on produit pas mal d'initiatives dans le domaine culturel, avec de la production d'expos telles que celle-ci, où on travaille beaucoup aussi sur ces dimensions-là. Par exemple, là, je suis en train de penser au spectacle qu'il y aura ce soir sur la scène du théâtre Jean Villard avec Moussé Hakim, Origine contrôlée, qui est un répertoire de chansons de l'immigration algérienne et qui est un projet qui a été inspiré par ce qu'on conduit comme projet à Tactique Collective. Et là, par exemple, on vient, pas plus tard que le week-end dernier, et on avait d'ailleurs, on était ravis d'avoir toute une partie des équipes de Kaina TV présents à Toulouse lors du festival Origine contrôlée, dont c'était la 20e édition. Donc voilà, moi, je suis ravi de venir là aujourd'hui dans un rôle tout à fait passif. En tant que spectateur, j'ai juste à parler, parce que j'ai passé 15 jours à organiser, donc voilà. D'accord, merci. J'ai juste une question, pardon. En parlant de... Parce que vous êtes très tourné vers la musique, j'ai vu ça, on était chez vous il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines, je crois, et la semaine dernière également à Toulouse. Est-ce qu'on peut dire que la musique peut être un média de quartier ? Peut-être une façon de partager des messages, ou bien sûr. C'est certainement un moyen de partager des messages, c'est sûr et certain. Il ne faut pas réduire les artistes ou les musiciens à des discours, mais il n'empêche qu'au même titre que les médias de quartier, au même titre que la parole qu'on va prendre là dans ce débat-là, ou dans le film qui avait été programmé, Une mémoire vivante, cet après-midi, on a dans la parole des artistes, présents et passés, le relais des préoccupations des habitants des quartiers. Bon, la semaine dernière, nous, on a programmé pas mal de rap, de hip-hop, ou d'autres formes de spectacles d'ailleurs. Et ben, c'est des esthétiques dans lesquelles on va trouver des points de vue, des expressions, des façons différentes de dire les choses
que moi je suis en train de le faire là en parlant, ou quand je vais lire un article, ou quand je vais regarder voilà, une vidéo. Mais oui, indéniablement, pour nous, ça fait partie en tout cas dans la palette des expertises. Les expressions artistiques, elle a toute sa place au même titre que les autres. Et pour Tactique Collectif, alors, au niveau de l'organisation, est-ce que vous travaillez également beaucoup auprès des jeunes, avec les jeunes ? Oui, alors on a sur les quartiers nord de la ville, on travaille beaucoup, puisque bon, on est un peu plus ancien, donc on travaille beaucoup en accompagnement des initiatives des habitants sur le quartier, mais aussi pourquoi pas en direction des jeunes. Là, par exemple, on a toute une démarche qui est de proposer à des jeunes des quartiers nord, du quartier des ISA, de découvrir, alors là, voilà, c'est pas les médias, mais c'est plutôt de découvrir l'environnement des événements culturels, des festivals. Donc ça fait depuis toute l'année dernière, on a un groupe de jeunes filles, jeunes gens qui ont circulé sur différents festivals de la ville et même en France. Voilà, pour s'approcher, pour voir les aspects de l'organisation. Ils étaient présents avec nous à Origine Contrôlée la semaine dernière. Et après, bon, mais on en reparlera. On prend des initiatives qui parfois peuvent conduire à ce qu'il y ait un média qui naisse à Toulouse, qui a pris son envol. Mais Nabil en parlera mieux que moi. Mathieu, en parlant de Nabil, c'est à vous. Merci pour la transition. Ça m'aide vu que d'une part Céline et d'autre part Salah sont liés par leur structure à notre histoire aussi, à nous, à Chouf Tolosa. Donc moi, coordinateur Chouf Tolosa, on peut dire co-coordinateur. En tout cas, j'ai pas de poste. Pour le moment, on n'a pas de poste de salarié ou quoi à Chouf Tolosa. On est une bande de bénévoles qui sommes dans l'aventure de ce web média. C'est un web média du coup, en ligne. Ça se situe dans l'histoire justement du Bondy Blog. Nous on se revendique même de cette histoire-là parce qu'on a beaucoup pris exemple sur ça dans ce qu'on voulait faire et sur le constat en fait il faudrait beaucoup plus de médias qui parlent des quartiers d'une part, mais pas que en fait, qui parlent de la place et du regard des quartiers et des regards. D'ailleurs le sous-titre qu'on avait trouvé c'est Chouf Tolosa, regard au pluriel des quartiers populaires, des quartiers de toulousains. Et en fait, c'était ça qui était important, c'était de dire que c'est important d'avoir ces regards, ces paroles sur le quartier déjà, parce qu'on parle souvent du quartier de l'extérieur et souvent mal et souvent de manière déformée, et de parler de ces regards-là, de ces paroles-là sur le monde en fait. Donc voilà, et qu'on entend souvent peu ces paroles, ou pareil, souvent c'est un peu travesti quoi. Donc voilà pour l'histoire de ce qu'on fait là maintenant. Mais après, sur effectivement la généalogie du projet, au départ, ça vient d'un atelier de journalisme. Et à l'époque, je travaillais au Tactique Collectif, justement. Et donc, j'étais positionné sur ce projet d'atelier de journalisme avec un journaliste professionnel, Emmanuel Riondé, qui a lancé ces ateliers-là sur une année scolaire à destination des jeunes des différents quartiers de la ville. En ayant en tête le fait que le but ça avait pas de statut académique officiel ou quoi, mais le but en tout cas c'était l'initiation dans le sens aussi de dire c'est aussi fait pour vous ces filières et ces formations là à l'attention de jeunes de quartier quoi, et de faire découvrir ça et de peut-être susciter des vocations en tout cas voilà, et puis ça a été aussi un lieu de débat et après ça a découlé sur Chouf Tolosa. J'expliquerai peut-être plus après le projet. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, vous êtes accompagnée ce soir de Mayange, qui est étudiante à l'EJT de l'école de journalisme de Toulouse. Mayange, peut-être un petit mot de présentation ? Bonsoir, du coup je suis Mayange, étudiante en journalisme comme elle a dit. Je suis bénévole à Chouf depuis mars environ. Voilà. Comme présentation, je dirais que moi j'ai rencontré Emmanuel Riondé, le cofondateur de Chouf, lors d'un atelier d'écriture qui n'avait pas grand-chose à voir. C'était aussi un événement mis en place par la mission locale à Toulouse. Et c'est là qu'il m'a parlé de son média.
Moi, j'ai passé les concours à cette époque-là et toute occasion pour moi de faire du journalisme était bonne. D'autant plus que je voulais avoir un apprentissage qui se faisait aussi par un regard différent. Je voulais apprendre à présenter les quartiers dont moi je n'entendais parler qu'à la télé, tout en sachant que les médias généraux dont on voit à la télé ont souvent un biais quand ils parlent des quartiers. Comme disait Céline, ils en parlent que quand ça crame. Moi, je voulais en parler dans la vie de tous les jours. Grâce à Chouf, j'ai pu faire des papiers sur le propriétaire d'une salle de sport ou bien sur les initiatives mises en place après les séismes au Maroc. Et pour moi, c'était ça vraiment l'intérêt de Chouf, c'est de présenter les quartiers, mais dans leur vie quotidienne aussi, et pas que quand ça se passe mal. Merci beaucoup, Mayange. Je vais passer directement à Nora. J'entends dire que le temps passe assez vite, donc peut-être que les descriptions pourraient être un peu plus courtes. Désolée, je suis vraiment désolée, mais c'est... Alors il faut bien que ça tombe sur toi. Hein. C'est un vrai challenge. Je vais pas répéter ce qui a été dit, mais il y a aussi une filiation avec le Bondi Blog, mine de rien, puisque Speaker est né, alors il ne s'appelait pas encore Speaker, hein, le nom est venu plus tard, en 2015, suite à une rencontre fin 2014 avec Nordi Nabili, qui est l'ancien directeur du Bondi Blog, qui est resté quelques années d'ailleurs. Et à l'occasion de la projection d'un documentaire sur les 10 ans du Bondi Blog à Strasbourg, on a eu l'occasion d'échanger longuement avec lui. Voilà, ces échanges ont donné lieu à la conclusion qu'il serait chouette quand même d'avoir un média à Strasbourg qui donne la parole aux habitants des quartiers populaires, dits populaires, qui parlent de ce qu'ils vivent, mais aussi, comme ça a été dit, de leur rapport à la ville, à la centralité. C'est pas que des quartiers périphériques, ils sont aussi leur propre centralité, ces habitants. Mais très vite, on a eu du mal à faire du choix. Donc, on avait effectivement cette dimension média avec des journalistes comme à l'époque Faiza Zerouala, qui est maintenant chez Mediapart, qui est toujours marraine assidue de Speaker, et puis d'autres journalistes de France Inter et de Radio France qui nous ont rejoints depuis, comme Redouane Tella. On a eu envie de ne pas choisir en fait de faire que du média au sens traditionnel du terme. Donc on a très vite développé aussi des ateliers d'art oratoire, donc pour faciliter la prise de parole aussi de ces jeunes, parce que c'est bien beau de leur tendre le micro, mais il faut aussi se sentir légitime et se sentir en capacité de prendre la parole. C'est pas tout juste d'allumer une caméra et de donner un micro. Donc il y a ce partenariat avec Sciences Po Strasbourg qui a démarré en 2017, donc très tôt, et qui continue depuis avec des ateliers d'art oratoire et des concours d'éloquence chaque année. Et puis on s'est dit, l'occasion a fait qu'on a récupéré un studio de musique. Et puis on s'est dit, effectivement, la culture, la musique, c'est aussi une façon de s'exprimer. Donc on a aussi un studio de musique où on accueille des artistes avec tout un travail autour de l'écriture. Alors l'écriture, c'est les textes, c'est aussi la musique. Hein. La musique s'écrit aussi, évidemment. Donc, et on s'est dit, tiens, c'est chouette, le média, la vidéo. Et si on faisait du documentaire et du cinéma aussi? Donc, on est allé aussi vers ce champ-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est ce qui se passe dans les interstices, en fait. C'est ce qui se passe quand on met ensemble des choses qui ont une connexion, ont un lien, mais qui ne se font pas spontanément par une seule et même structure. On a des structures qui font individuellement toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce qui se passe quand on met tout ça dans un lieu ensemble avec des gens qui viennent une fois pour de l'art oratoire et puis d'autres qui viennent pour la musique, et il se trouve qu'ils vont dans le même lieu et puis ils se croisent et ils discutent et puis ils ont envie de faire des choses ensemble. Donc aujourd'hui, ça ressemble un peu à ça, Speaker. Donc c'est une espèce d'ovni comme ça qui a plusieurs aspects. Et pour conclure, j'ai eu la chance de rencontrer Akli et Kaina TV l'été 2021. Puisqu'on s'est déplacé avec une équipe de speakers pour rencontrer d'autres médias de quartier. Et cette rencontre a été très bénéfique et je suis très contente d'être là ce soir. Merci beaucoup, Nora. Je passe tout de suite à Erwan. On vous appelle la mémoire des médias de quartier. Vous m'avez dit que c'était la première fois. Je suis plus vieux que ça là, c'est ça que tu veux dire, quasiment. À ce qui paraît. À ce qui paraît. C'est dur. C'est dur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Je ne sais pas pourquoi on dit ça, la mémoire, je n'ai aucune idée. Je n'ai pas encore 200 ans, je ne suis pas historien, ni préhistorien, ni quoi que ce soit. Donc
C'est une lourde responsabilité que tu me donnes là. Non, je travaille dans ce type d'univers effectivement depuis 96-97 à peu près, donc d'où les cheveux blancs. Et donc on a depuis cette époque-là vu émerger différentes générations de médias, parce que nous on a commencé sur du média écrit à l'époque où Internet, pour ainsi dire, ne faisait pas partie de nos outils. Donc, effectivement, ça remonte. Puis, on a vu les blogs arriver, évidemment. Le Bondy Blog, le premier d'entre eux, premier média d'information générale en France, quand même. C'est quand même important de le noter. Il est né dans les banlieues. Et puis, après, les réseaux sociaux. Et là, à chaque fois... tout ça change un peu la donne de notre univers très fragile de médias de proximité, de médias de quartier. Et donc on a vu ces différentes évolutions et j'aurais envie d'aller direct à la conclusion, en fait, non pas du débat, mais de ce que je pourrais dire éventuellement. Mais je rebondis sur ce que disait Nora. Je pense qu'aujourd'hui, quand on veut ou quand on prétend faire des médias de proximité ou de quartier, on reviendra peut-être sur les termes si vous voulez tout à l'heure, mais bon, d'une certaine manière, il faut savoir être ouvert. On n'a pas intérêt à se dire qu'on va faire comme ce que les écoles de journalisme nous apprennent. Enfin, nous apprennent. Moi, j'ai pas fait d'école de journalisme. Hein, donc ce que les écoles de journalisme apprennent aux uns et aux autres, puisque l'univers est en expansion continue, l'univers des médiatiques est en expansion continue. Et tu posais la question tout à l'heure de est-ce que la musique est un média de quartier? Alors non, au proprement parler, on ne peut pas dire que c'est un média de quartier, mais c'est un média. C'est un média qui dit des choses, même quand des fois il n'y a pas de parole, ça peut dire des choses aussi. Et cette question me faisait penser à ce que nous disait assez récemment Jidata Sdeit, donc qui est une actrice des quartiers depuis assez longtemps, très, très active, même avant la marche pour l'égalité. Elle nous disait ça, on réalisait ces derniers temps un documentaire pour France Télévisions sur la naissance des banlieues dans la région lyonnaise dans les années 80. Et elle disait, quand on a vu les rappeurs arriver, on a vu que d'une certaine manière, nous on trouvait ça génial, parce qu'elle dit, leur mot, c'était nos slogans. Elle était actrice associative depuis très longtemps de différents combats, et elle dit leur mot c'était nos slogans. Et c'est vrai que quand ce mouvement en particulier, mais il n'y a pas que le rap évidemment, avant il y a eu beaucoup de choses et après il y en aura encore d'autres, mais quand le rap est arrivé dans les années, quand il s'est vraiment installé dans la société française dans les années 90, à cette époque-là, où les médias eux-mêmes dans les quartiers n'existaient pour ainsi dire pas, pour le coup, il y avait très clairement beaucoup de rappeurs s'affirmaient comme les journalistes des quartiers, les seuls journalistes des quartiers. Et à mon avis, ils avaient relativement raison de le dire. D'accord. Monsieur Erwan, après, on va vous donner encore la parole pour avoir plus de détails. Mais en fait, à Kaina TV, on aime faire quelque chose. On aime sentir la présence du public avec nous. Est-ce que vous êtes avec nous? Non, c'est pas fort. Est-ce que vous êtes avec nous? Parfait, parfait. Là, on peut continuer. Je pense que en parlant des médias de quartier, il y a une chose qui est très importante que nous devons savoir, c'est en fait concrètement, hein, de façon concrète, quelles sont les missions des médias de quartier. Parce que voilà, il y a le constat qui est fait et puis il y a les médias qui sont nés. Concrètement, c'est quoi la mission, c'est quoi les missions des médias de quartier? On va recommencer encore avec vous, Céline. Déjà, pour moi, la mission d'un média de quartier, c'est donner la parole et tendre le micro à ceux à qui on ne la donne jamais, cette parole. Donc, c'est aussi avoir une autre voix, un autre récit, parce que souvent, on a, par rapport à ce qui se passe sur les quartiers, comme on le disait tout à l'heure, une vision négative, ou alors on a une vision qu'on appelle de préfecture quand il se passe quelque chose de dramatique. On va avoir une version et pas l'autre. Et donc, le premier rôle, c'est simplement pour moi de donner la parole aux habitants et de visibiliser leurs récits, leurs réalités, et y compris, alors je dirais pas surtout, mais y compris les choses bien et positives qui s'y passent. D'accord. Quand on dit on veut donner la parole aux habitants, pour moi, j'ai l'impression que c'est pas aussi précis que ça. Qu'est-ce que vous voulez raconter en fait? Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens sachent
à propos des quartiers populaires. Est-ce que c'est l'ambiance, comment vivent les quartiers, ce qui se passe? Est-ce que c'est la vie associative? Est-ce que ce sont les liens avec les politiques? Ou concrètement, c'est quoi, pourquoi c'est important de vouloir que l'expression des habitants des quartiers populaires soit aussi écoutée par les autres? En fait, ce qui est paradoxal, c'est que là, on fait un débat sur donner la parole au quartier, entre guillemets, mais en fait, dans l'absolu, dans un monde idéal, on ne devrait pas se poser cette question. On parle généralement du traitement médiatique qui est fait aux autres personnes, comme si c'était quelque chose de particulier, comme si les habitants des quartiers, c'était des habitants à part. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on ne devrait pas se poser cette question-là. Mais bon, en fait, on est obligé de se la poser, vu le constat qu'on a posé tout à l'heure, à savoir ce traitement qui est biaisé. Et forcément, il est important de leur donner la parole pour rétablir la balance, tout simplement, et l'équilibre. Parce que quand on parle d'autres choses dans d'autres territoires, les concernés, on leur demande leur avis, on leur demande leur témoignage. Pourquoi on devrait parler de ces territoires-là sans interroger les premiers concernés? Ça me paraît, ça devrait être une évidence en vérité. D'accord. Oui, vous pouvez applaudir. Hein. Merci. Si je peux rajouter un truc là-dessus. Oui, vas-y. C'est juste pour dire que je suis complètement d'accord, mais qu'en plus de ça, il ne s'agit pas juste de donner ou pas la parole. Il s'agit de ne pas travestir la parole, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est ce qui est souvent fait, en fait. C'est instrumentaliser la parole des habitants qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont plus confiance aux médias. Ils disent les médias avec... voilà, ils généralisent. Mais on comprend d'où ça vient, cette colère-là. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, un des trucs qui a été très, très vite central à Chouf-Tolosa, et même avant, au sein de l'atelier de journalisme, c'est que beaucoup des gens qui venaient à nous partaient déjà sur un truc à charge sur les médias. C'était surtout de ça qu'ils avaient envie de parler. Leur contentieux avec les médias. Et petit à petit, on s'est mis à se dire ok, donc ça va pas, ça va pas, peut-être qu'on peut écrire là-dessus déjà, et puis peut-être qu'on peut raconter les choses autrement. Donc il y avait un besoin déjà de raconter le positif dans les quartiers. Alors il ne s'agit pas d'enjoliver les choses, etc., ou d'oublier qu'il y a des problématiques qui sont là et qu'il faut traiter aussi et qu'il faut en parler, mais c'était déjà commencer par là. Dire ce qu'il y a de positif dans les quartiers, les initiatives, plein de choses, quoi. Et après, une fois qu'on a déjà fait ce travail-là, je pense qu'on peut déjà passer à un autre stade qui est peut-être plus d'aller dans le fond des sujets, des problématiques, des sujets lourds, etc. Et voilà. Et sur ce que doit faire un média de quartier, il y a de ça, mais de manière générale, c'est ce que doit faire tout média, c'est l'honnêteté. Et elle n'est pas toujours au rendez-vous, malheureusement, c'est ça le gros problème. D'accord. Nora, oui, tu peux aussi prendre la parole. Oui, moi j'ai juste eu un peu de mal avec ta question mission. C'est en quelque sorte le rôle des médias. Oui. Voilà, sur le rôle, nous, c'est comme ça qu'on l'a perçu dès le départ, c'est créer des espaces de confiance. Parce que moi, les débats les plus intéressants qu'on a pu avoir, et les échanges les plus intéressants, ils n'ont jamais été filmés. Ils n'ont jamais été ni même enregistrés. Parce que quand on allume une caméra ou quand on branche un dictaphone ou notre podcast, là, tout de suite, c'est plus la même parole. Voilà. Donc, c'est comment on crée déjà un espace où on a la possibilité d'écouter, d'entendre ce que ces jeunes, en majorité, ont à dire. Et pour moi, l'idée de créer un espace de confiance, c'est hyper important parce que, comme vous le disiez très justement, il y a une vraie défiance vis-à-vis des médias traditionnels. Donc, on passe beaucoup de temps déjà à parler de ça. On appelle maintenant communément l'éducation aux médias, hein, c'est ce qu'on appelle. Et on s'est rendu compte que produire du contenu, on en parlera sûrement sur le côté désillusion, illusion. Produire du contenu, c'est compliqué. C'est compliqué pour nous. Je ne vais pas parler au nom des autres. C'est compliqué parce qu'il y a d'abord un gros travail de mise en confiance, de déconstruction, de poser un cadre sécurisé pour que cette parole, elle puisse aussi être entendue. Et puis, l'étape d'après, c'est effectivement qu'elle soit rendue publique, en tout cas, qu'elle soit communiquée autrement. Et ne pas parler, ou refuser de parler de certains sujets. Moi, on pourra parler du rapport aux politiques, aux enjeux, aux questions politiques. C'est aussi un message, en fait. C'est aussi, ça dit quelque chose de jeunes qui n'ont pas envie
de parler de politique, qui ont envie de parler de sujets qui les concernent. Et c'est vrai que voilà, on attend, j'ai l'impression qu'il y a des attentes. Quand on entend médias de quartier, on entend, voilà, ils devraient traiter ça, et ils, je ne sais pas trop c'est qui, hein, ça peut être des financeurs, ça peut être des partenaires, ça peut être les autres médias, les médias mainstream qui se disent, ben ouais, un média de quartier, il doit parler de politique, il doit parler de ça, il devrait parler de ça, ou être un média positif et montrer ce qui... Ben non, en fait, c'est... L'humilité, c'est aussi de dire de quoi tu as envie de parler, et puis si tu as envie de parler de rien du tout, tu as envie de parler complètement d'autre chose, on est aussi là pour l'entendre, et ça dit quelque chose. D'accord. Merci beaucoup. Avant de donner la parole... Merci beaucoup. Vous êtes là, vraiment. Hein, c'est très bien, ça. Avant de continuer, de donner la parole à M. Erwan, j'aimerais dire un spécial bonsoir à mon ami Henri Quatrefage, qui est là, qui est un ancien instituteur ici, dans les quartiers populaires, qui fait un très bon boulot, qui est toujours là aussi aux côtés des populations des quartiers populaires. Donc, j'ai l'impression qu'il vient à des tables rondes pour juste me voir. Hein. Bon, peut-être ce soir. Monsieur Erwan, c'est à vous maintenant de nous dire, et selon vous, quelle était la mission des médias des quartiers? Je pense que si tu ne réponds pas à cette question, Akli va me frapper. Il dit que tu devrais nous raconter un peu ton rôle dans le rôle des politiques. Quel était vraiment... S'il te plaît, réponds. Quelle était l'implication des acteurs politiques dans la création des médias de quartier? Quelle était leur position? Comment est-ce qu'ils avaient accueilli ces médias de quartier? J'ai l'impression d'être au milieu d'un rabat de famille, là, où il y a des règlements de compte. Il va me taper, il ne va pas me taper. D'abord, effectivement, sur la mission impossible des médias de quartier, je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant de noter, c'est que nous, on a toujours essayé en fait, de parler des choses ordinaires. On n'a pas essayé de parler du positif ni du négatif ou quoi. Je pense que très souvent, la télé et les autres médias parlent dorénavant, beaucoup plus que dans les années 90, par exemple, de choses du quotidien dans les quartiers. On ne le voit pas parce on retient que ce qui ne nous plaît pas et que ce qui nous fait mal. On pourra avoir, au moment d'une émeute, d'une révolte, de n'importe quoi, 5 secondes de voiture qui crame sur un réseau social ou à la télé, on le retiendra beaucoup plus que 15 minutes d'explication de sociologues, de politologues, d'acteurs des quartiers, etc. Le cerveau est fait comme ça. On le retiendra plus. Et ça nous choquera plus. Et donc, on aura plus envie d'en découdre contre les médias, etc. etc. Ça, c'est humain. Et on est tous comme ça. Donc, nous, on essaie effectivement de parler... On a toujours essayé de parler de choses ordinaires, des choses du quotidien, et ça, c'est très important. Et du coup, ça me fait penser effectivement à cette question des espaces de confiance, c'est-à-dire qui on est, d'où on vient, comment on parle, et comment on installe des espaces où, grosso modo, les gens ont envie de parler pour raconter des choses qu'ils ne raconteraient pas n'importe comment, à n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance. Et je me souviens, dans nos premières expériences, qui sont les meilleures qu'on ait jamais eues, dans les années 90, donc voilà, à l'époque où les choses étaient assez lentes, dans ce premier magazine qui s'appelait Le Pot à Pot, qui était un mensuel, qui était en gros une vingtaine de pages, diffusé à 10 000 exemplaires dans plein de maisons de quartier de France. On faisait des conférences de rédaction où on avait autour de la table assez systématiquement sur une thématique précise 10-15 personnes qui venaient, 20 parfois, etc. Et parmi lesquels il y avait uniquement 2-3 journalistes ou rédacteurs de l'équipe. Et on y allait, tout le monde débattait. Et on débattait de la thématique, on relançait, etc. Et en fait, de ces débats-là, on en tirait de nos articles. Pas tous les articles, mais une partie des dossiers qu'on faisait commençait par la recension, d'une certaine manière, de cette table ronde où il y avait des choses absolument passionnantes qui étaient sorties, qui pouvaient durer 2 heures, 3 heures, 4 heures, peu importe, et les gens vidaient leur sac, et c'était absolument passionnant. Et là, on sentait que les gens étaient dans un espace de confiance, puisqu'il y avait le temps, puisqu'il y avait des gens qui les comprenaient, qui les connaissaient, qui avaient vécu les mêmes choses, voilà, et donc il y avait une parole qui se libérait facilement et qui pouvait se déployer dans toute sa complexité. On sait que les médias
par définition, ont besoin d'aller vite. Et donc, on va charcuter la parole des gens, et y compris les grands journaux, y compris Le Monde, y compris France Télévisions, etc. etc. On va faire une interview qui dure 20 minutes. On va prendre la punchline, on va prendre un extrait, mais qui ne peut pas donner la complexité de ce que dit quelqu'un, qui peut être parfois contradictoire, parfois sinueux, etc. Et donc, on brutalise de fait la parole des gens en faisant ça. Le métier nous apprend, ce métier nous apprend à brutaliser la parole des gens, c'est-à-dire on veut systématiquement avoir 2-3 points de vue, et donc une personne est censée ne dire qu'un mot qui va durer 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, ou 10 lignes, pas 10 lignes, dans un article du Monde, 10 lignes c'est énorme, mais va durer 2 lignes. Voilà. Et donc on trahit de fait fondamentalement ce que pensent les gens et la complexité des situations. Est-ce que... Oui, allez-y, Céline. Pas de souci. Excuse-moi, je voudrais juste rajouter un truc parce que je pense que c'est important. On a parlé tous et toutes tout à l'heure que c'était aussi, de dire que la nécessité était là de parler du positif et des choses bien qui se parlaient dans les quartiers. Mais je pense que au-delà de ça, et j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, pour moi c'est éminemment politique aussi les sujets inhérents au quartier auxquels on est amené, sur lesquels on est amené à écrire. Et du coup, ça a dénoncé. Je pense au problème de mal logement, au problème d'ascenseurs récurrents dans les quartiers, aux problèmes d'école et d'éducation, avec des dispositifs qui ne sont pas à la hauteur. Et je pense que notre rôle aussi, il est aussi de mettre en lumière ces problématiques-là, les problèmes de rapport avec la police, du harcèlement policier qu'il peut y avoir, le problème, on l'a vu pendant le confinement, d'ailleurs on l'avait sorti dans le Bondi Blog, des amendes à répétition qu'il y a eu dans les quartiers où des gamins qui se retrouvent avec des parents, parce que des fois c'est des mineurs aussi, des 10 000, des 15 000 euros d'amende pour non-respect du confinement, parce qu'en fait une fois qu'on a ton nom et ton prénom, on t'amende, etc. Et c'est aussi dénoncer ça, notre rôle, parce que si... les médias de quartier ne le font pas, parce que c'est des problématiques, pour le coup, qui sont souvent propres à ces territoires. On voyait bien que quand tu habitais dans des zones rurales, tu ne te prenais pas d'amende parce que tu ne respectais pas le couvre-feu et que tu pouvais te promener beaucoup plus librement que dans d'autres territoires et dans les quartiers populaires. Donc c'est aussi notre rôle, c'est aussi de dénoncer cette différence de traitement. Oui, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Vous voulez continuer? Vous pouvez continuer, pardon. Justement, vous parliez de problématiques, et il y a également cette idée de la mise en confiance, de la libération de la parole. Mais justement, là, ça m'intéresse pour la question suivante. Est-ce que justement la population des quartiers utilise les médias de quartier correctement? Est-ce qu'ils l'utilisent pour parler justement de ces problématiques-là? Est-ce que c'est réellement utilisé par la population? Je peux commencer par vous, Céline. Vous pouvez continuer sur... Céline, avant que tu ne prennes la parole, on veut rassurer M. Salah qu'on ne vous a pas du tout oublié. Hein. On ne vous a pas du tout oublié. Bientôt. Céline, tu peux aller maintenant. Alors, c'est vrai qu'il y a une mise en confiance qui est essentielle, parce que sur des questions très politiques, il y a une vraie défiance vis-à-vis du journalisme. Aujourd'hui, c'est vrai que le public, les jeunes en tout cas des quartiers, ils sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un format. Il y a un format qui leur parle beaucoup plus que d'autres. Et est-ce qu'ils nous suivent, je pense, plus sur certains formats, sur certains... Mais c'est clair qu'aujourd'hui, il y en a très peu qui lisent le papier. Bon, nous, on n'en fait pas, mais qui vont sur notre... c'est vrai qu'il n'y a pas que des gens de quartier qui vont, par exemple, sur le Bondi Blog aujourd'hui. Et qu'on on va être honnête, il y a aussi une partie des jeunes qui ne connaissent pas nos médias. Mais c'est aussi à nous d'aller vers eux. Je pense que c'est important. Ça veut dire que le Bondi Blog, aujourd'hui, il a 18 ans. Il faut aussi s'adapter pour que les plus jeunes viennent vers cette information et qu'ils sachent aussi, qu'ils peuvent écrire au Bondi Blog, parce que le Bondi Blog, on a des conférences de rédac tous les mardis soirs qui sont ouvertes. On est la seule rédac de France à le faire. Ça veut dire que tu frappes, tu pousses la porte et journaliste ou pas journaliste, tu peux venir. Tu peux proposer un sujet et après on en parle. Et puis s'il y a quelque chose aussi dont ils veulent parler, être interviewés et tout, ils doivent savoir aussi qu'ils peuvent s'adresser à nous. Très bien. Et tiens, étant donné qu'on disait qu'on n'oubliait pas Monsieur Salah, on peut vous poser également la question, est-ce que vous trouvez que les jeunes et la population en général des quartiers sont intéressés justement par ces médias de quartier et se les approprient correctement?
En vérité, je ne sais pas trop. Non, mais en fait, la seule chose que je peux dire là, c'est que je ne sais pas pourquoi. Bon, je comprends en fait pourquoi on me dit toujours les jeunes, les jeunes. Mais en fait, ces médias-là, vous ne les faites pas que pour les jeunes. C'est pour tout le monde. Et c'est même pas que pour les quartiers. C'est voilà. Mais justement, en fait, c'est pour parler des problématiques de quartier, mais justement, on essaye de mettre en avant les personnes qui sont concernées par ces problématiques. Et c'est pour ça que je posais la question. Non, mais j'entends, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, voilà, je donne mon point de vue, c'est qu'en fait, ce que je trouve intéressant, c'est, dans ce qui est dit depuis tout à l'heure, c'est le point de vue, la parole, qu'elle soit, y compris respectée, cette parole-là, et que ce qui est raconté dans ces médias-là, pour moi, il a presque, bon, peut-être je vais exagérer un petit peu, presque plus d'utilité pour les gens qui ne sont pas dans les quartiers que pour les gens qui sont dans les quartiers. Parce que les gens qui sont dans les quartiers, la réalité que vous racontez, ils la connaissent. C'est comme quand on parlait souvent, quand on a commencé à parler de travailler sur l'histoire de l'immigration. On nous disait, oui, il faut faire de l'histoire de l'immigration, vous allez faire des expos, vous allez dans les quartiers où il y a des descendants d'immigrés. Mais en vérité, même s'il faut le faire, ceux qui connaissent le mieux l'histoire de l'immigration, c'est les descendants d'immigrés. Donc, ce qui est intéressant, c'est de le faire pour l'ensemble de la société. Donc, je fais ce parallèle-là. Après, je crois que, en tout cas, moi, je sais que ça m'intéresse, que quand je lis un papier dans le Bondi Blog ou dans le Chouf Tolosa, parce que je lis la presse, voilà, bon, moi, je suis pas jeune, mais je lis la presse. Et quand je lis la presse, ce qui m'intéresse, c'est quand je vais lire un papier dans le Chouf Tolosa, je crois quand même que c'est vraiment un angle différent. Réellement, et donc du coup j'ai envie de dire à plein de gens, lisez-le. Je sais pas, je pense, j'ai un exemple en tête, donc du coup allez voir sur le site de Chouf Tolosa, je sais pas qui l'a fait, Nabil, ce papier-là, c'était sur l'histoire des rapports avec la police, justement. Voilà, et ce qui m'a vraiment intéressé dans ce papier-là, c'est qu'on n'était absolument pas ni dans le sensationnalisme, même de notre point de vue, même militant pour dire la police. Non, c'était, ou à l'inverse, ce que je peux lire dans la Dépêche du Midi, souvent, à Toulouse c'est la Dépêche du Midi, donc le journal local. Donc voilà, c'était juste en fait un récit qui était assez proche de la réalité, où je voyais bien que la parole des personnes interviewées, donc c'était des jeunes, je pense, qui étaient interviewés, c'est pas qu'elle était mesurée, ils disaient juste en fait comment ça se passe. Tout simplement, sans invective, ou des fois on sentait bien qu'ils pouvaient être énervés, mais ça racontait le truc. Et ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, moi, ce que je vois, c'est la grande utilité. En fait, s'il y a autant de médias, de quartier, dits de quartier, ou de proximité, bon, je vous laisserai à ce débat-là, c'est que par ailleurs, il y en a de moins en moins des médias généraux qui traitent des questions de société. Moi, je ne sais pas où je vais lire voilà, je sais pas, je vais regarder la Dépêche du Midi, Libé, Le Monde. Un jour, Libé va m'énerver, je vais me désabonner, je vais aller au Monde. Et puis après, je vais aller voir Mediapart, ça va m'énerver. Donc, je vais... Bon, il y a un moment, on a besoin d'avoir une palette de... Et je pense que ça comble un vide, mais réellement. Voilà, moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, c'est qu'il faut affirmer le caractère, j'allais dire presque universel de ces médias, en fait. C'est pas des médias de quartier, c'est les médias d'aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. Akli, on n'a vraiment pas le contrôle sur le temps. Dites-nous si on a beaucoup de temps encore ou pas. Tu peux... D'accord. Moi, je veux bien rebondir rapidement là-dessus, si vous voulez bien. Vas-y. C'est juste pour dire que je rejoins complètement ce que Salah a dit. Et j'ai intérêt. Et en plus, le dernier exemple qu'il a cité sur l'article sur ces jeunes-là, c'était important de faire voir quelque chose de quotidien qui vivent de harcèlement policier, en fait, de contrôle aux faciès, mais tout le temps, depuis qu'ils sont mômes, depuis qu'ils ont 12-13 ans, et ça les poursuit jusque-là, ils ont 16 ans et tout, et qu'eux-mêmes, ils ont banalisé, en fait. C'est-à-dire que si ce n'était pas leurs parents qui avaient alerté des gens, qui avaient fait machin, que eux, si on n'avait pas gagné leur confiance, et pas que leur confiance, le fait de dire, c'est important que vous parliez, c'est important que vous donniez votre... Pour eux, c'est normal, ils en rigolent entre eux, mais de manière en faisant un peu les fiers et en faisant un peu, en relativisant.
Mais au final, une fois qu'on arrive à capter le moment, cadrer le moment où ils témoignent, bah, les choses, tout prend son sens. Et surtout, donc, ce que disait Salah, c'est surtout à l'attention des autres, en fait. Parce que le quartier, ils le savent. Les mamans, les enfants, les jeunes, les autres, tout le monde le sait que c'est quotidien, ça. Et par contre, il y a un sentiment d'impuissance. Et le moment, par contre, donc c'est surtout à l'attention de la société, on va dire, en général. Mais par contre, eux, quand on leur fait passer le papier et qu'ils voient, ah ouais, en fait, ce qu'on a dit, c'est là, en beau, sur un site et tout, illustré, tout ça, bah, ça leur fait quelque chose quand même. Et c'est à ce niveau-là aussi où ça peut servir de... D'accord. Voilà. Vous dites, donc là, je vois qu'on est beaucoup sur tout ce qui est presse écrite. Et Nora, je vais vous poser la question parce que vous êtes également dans l'audiovisuel, c'est ça ? Oui, oui. Oui, donc nous-mêmes, à Caïna, c'est vrai que c'était arrivé qu'on ait des difficultés à aborder la population du quartier de Montpellier, parce que justement, ils sont très craintifs de la caméra, ils sont très craintifs des journalistes également, et justement, quand ils nous voient avec des caméras, directement, ils se disent que c'est le journal télévisé ou quelque chose comme ça. Donc, à travers quelles difficultés faites-vous face dans l'audiovisuel ? Oui, l'audiovisuel et ce qui nous a poussé d'ailleurs à aller sur le podcast, sur l'audio, sans images, pour essayer de trouver un mi-chemin. Sur l'écrit, nous, on ne fait pas d'articles écrits parce qu'on a vraiment voulu que ce soit les jeunes qui produisent et les jeunes qui viennent nous voir, et les moins jeunes aussi. Aussi des mineurs non accompagnés, donc des réfugiés, aussi des personnes en situation de handicap, n'ont pas forcément accès facile à l'écriture. Et nous, on a fait le choix que ce soit produit par aussi. Donc on s'est rajouté peut-être une complexité. On a des étudiants, voilà, des personnes qui ont des profils vers l'écriture, mais on a fait plutôt le choix effectivement de l'image et du son. Et on a recueilli comme ça, à travers le son d'ailleurs, des témoignages qui sont assez aussi sur la question du rapport à la police, etc., qui sont très éclairants. Et encore une fois, qui sont à destination, c'est très justement dit, hein, de tout le monde, en fait, universel. On ne se parle pas entre soi, en fait. C'est vraiment pour donner sa version des faits, partir de qui on est pour s'exprimer à l'extérieur. Et encore une fois, je dirais on est un peu, on est un peu à côté parce qu'encore une fois, on va utiliser d'autres médias et notamment, je pense aux joutes oratoires qu'on utilise. Et c'est là où des jeunes qu'on avait accompagnés sur soit du reportage, de la vidéo, de l'audio, ils avaient un peu de mal, mais sur la joute, comme c'est encore un exercice à part où il y a une forme de théâtralité, une forme de, on se met dans la posture d'eux. Ben, il y avait aussi des choses très fortes qui ont été exprimées, du vécu qui est raconté. Donc c'est d'essayer de pallier à cette difficulté de rapport qui peut être compliqué à l'écriture ou à l'image ou au fait de raconter des choses pour pouvoir quand même faire entendre des choses qui méritent d'être exprimées. Et encore une fois, nous, on est plus aujourd'hui dans une posture où on va accompagner des jeunes ou des collectifs de jeunes à faire leurs médias qu'à produire du contenu médiatique nous-mêmes. Et ça, c'est un tournant qu'on est en train de prendre progressivement. Donc, former aux outils, comme vous le faites très bien chez Caïna. Donc, former aux outils vidéo, former aux outils radio, faire venir des professionnels, des journalistes et autres pour accompagner des groupes. Et nous, on est là en appui. On produit encore du contenu, mais on est plus... Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, on le sait, hein, de créer un média, y compris sur les réseaux sociaux. Donc on est dans ce rôle d'accompagnement beaucoup plus que de production de contenu en tant que tel. Et c'est ce qui peut aider aussi à faire évoluer la confiance aussi aux médias, dans un sens ? Moi, j'y vois surtout quelque chose de très positif par rapport à quand on a démarré au début. C'est qu'on avait très peu de jeunes qui venaient nous demander ça, en fait. Alors qu'aujourd'hui, c'est chouette ce que vous faites à Speaker, on veut faire la même chose. Mais on veut faire la même chose. C'est-à-dire on ne veut pas forcément que ce soit Speaker, être dans Speaker pour parler au nom de Speaker. Mais nous aussi, en fait, on a un collectif de jeunes étudiants racisés. On a des discours à porter. On a envie de créer notre chaîne YouTube. On a envie de créer notre page Insta. On a un compte TikTok. Comment vous pouvez nous accompagner dans ce chemin technique qui est compliqué et éditorial aussi. Donc ça, je trouve que c'est très encourageant et très positif comme évolution. D'accord, bien, merci beaucoup. On passe à Erwan. Étant donné que vous avez passé quand même quelques années à Presse et Cité, quelles problématiques avez-vous observées vis-à-vis de la population des quartiers
et de leur vision des médias. Alors, déjà, je n'ai pas répondu aux deux questions précédentes. Ça va être compliqué de... Ouais. J'avais ça en tête depuis. Ah ouais. Moi, tu m'échappes de problème. Je voudrais quand même revenir effectivement sur ce qui a été dit, parce que la raison pour laquelle il y a eu ces évolutions que j'évoquais au tout début, il a fallu que nous-mêmes, on essaye d'évoluer avec le public. Et c'est vrai que notre dernière initiative, qui s'appelait le Media Lab 93, et qui était implantée en Seine-Saint-Denis à Pantin, avait essayé de tirer les leçons des expériences précédentes et de l'évolution de la société, de l'évolution des demandes aussi dans les quartiers, de la demande de paroles médiatiques dans les quartiers, et d'une certaine manière des impasses dans lesquelles on pouvait être les uns les autres. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'au bout d'un moment, effectivement, on touchait à une sorte de plafond de verre, on n'irait pas plus haut que ce qu'on allait, là où on était, et que d'une certaine manière, on était complètement débordé, notamment par les réseaux sociaux, qui avaient une capacité, une puissance de feu que nous n'avions absolument pas du tout. Donc ça répond un peu à la question de tout à l'heure de est-ce que les jeunes, maintenant les jeunes et les autres, pas que les jeunes, mais ils pensent qu'ils sont chacun leurs propres médias à eux-mêmes, et que donc les médias, ils n'en ont plus rien à faire, c'est plus leur sujet. Ce n'est plus leur sujet. Pour beaucoup de gens, pas que jeunes ou pas jeunes, la question du média, ce n'est plus... Je suis mon propre média. Donc, avec une vision d'un média qui a une vision un peu réduite, c'est pas parce que je parle que je suis un média, mais c'est en tout cas la vision dominante aujourd'hui dans le grand public, on va dire. Donc, le boulot de gens comme nous, à mon sens, aujourd'hui, c'est d'essayer de former à la complicité, à la contradiction et à l'esprit, vraiment l'esprit de contradiction. D'une certaine manière, quand au début on dit on connaît l'histoire de l'immigration parce qu'on en fait partie, etc. Ou on connaît l'histoire des quartiers parce qu'on en fait partie, etc., etc. Mais c'est bien d'avoir un miroir aussi en face de soi pour se regarder, d'une part. Et c'est intéressant aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'emparent de l'outil médiatique, qui veulent devenir journalistes ou qui veulent créer un média ou qui veulent parler par les réseaux sociaux, etc., pour exprimer quelque chose et qui, au début, veulent... parfois devenir journaliste pour crier d'une certaine manière ce qu'ils n'avaient pas réussi à dire ou ce qu'ils n'avaient pas du tout envie d'entendre, tout ce qu'ils avaient entendu sur eux et qu'ils n'avaient pas du tout envie d'entendre à nouveau. Et donc, il y a une question de témoignage. Nous, on est des tout petits jeunes et on est des nains par rapport à ce qu'on a vu au cinéma, là, juste à côté, Samir Abdallah, Immédiat, etc., qui raconte des années, des dizaines, des décennies d'histoire de l'immigration et des combats de l'histoire de l'immigration, etc., de travail absolument remarquable, qui, d'une certaine manière, c'est du témoignage. On témoigne, au début, on veut témoigner. On prend la parole pour témoigner. Et après, on s'universalise d'une certaine manière. Après, on a envie de parler pas uniquement à nos potes, pas uniquement à notre communauté, à nous-mêmes, à ceux qui nous ressemblent, mais on a envie de parler à tout le monde, et puis on s'empare d'autres sujets dont les autres parlent aussi. Et donc, au Media Lab 93, on a fini par considérer que, d'une certaine manière, la production médiatique, la production de contenu, c'était une partie du boulot. Et on s'est rendu compte qu'on faisait donc de l'événementiel beaucoup, de la résidence, on avait créé une pépinière de gens qui travaillaient dans les médias, dans la communication, dans le numérique, dans l'événementiel, etc., etc. On mêlait tous ces outils-là. Et on a fait aussi, on a appelé l'école du lab, près de 200 personnes qui sont passées dans cette école du lab, et on s'est rendu compte que ce travail qu'on essayait de faire dans cette école, c'était d'inciter les gens à avoir des outils pour créer leurs médias. Et très souvent, de fait, effectivement, ils créent très souvent. Alors, ça nous avait étonné. Bon, c'était une question de mode aussi, le podcast. On est arrivé dans cette mode du podcast, et je pense que la force du podcast par rapport à ce qui a été dit sur les questions de police, etc., c'était que, d'une certaine manière, on ne voit pas les gens. Et ça libère la parole. D'accord. Monsieur Erwan, je voudrais vérifier si le public est toujours avec nous, parce qu'on parle des difficultés. J'ai perdu le public, c'est ça en gros ce que vous dites non, pas du tout. Je peux mettre tout le monde. Non, il faut qu'il s'exprime aussi un peu, parce que ça fait longtemps. C'est trop compliqué, tout ça. Non, pas du tout. C'était très bien. Dites-nous, il faut vraiment qu'on puisse avoir votre avis aussi sur... c'est quoi ce frein qui existe entre les habitants des quartiers populaires et les médias de quartier? Parce que l'idée, c'est de créer ces médias-là pour que vous puissiez vous exprimer. Mais pourquoi, quand on vient chez vous, vous ne voulez pas nous parler? Donc, c'est l'occasion pour vous de nous dire c'est quoi le problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? De vous défendre aussi. Si vous participez vraiment, il faut le dire. Hein.
Alors, bon, juste une précision. Si on vous donne la parole, 1 minute, s'il vous plaît. 1 minute. Il y a quelqu'un qui... ok, j'arrive. 1 minute, hein, c'est promis? Promis? Ok, bon, vous pouvez venir ici, s'il vous plaît. Il faut qu'il promette, hein. 1 minute. Merci. Je te signe un papier? Non. Moi, c'était simplement pour dire que hier, j'ai déploré qu'on utilise l'expression quartier populaire. J'ai dit les quartiers, il faut les définir pour ce qu'ils sont, des quartiers pauvres, des quartiers dégueulasses. Parce que les mots sont importants, ou les images. Et là, on est dans les médias. Les médias, voilà, les mots, c'est leur rôle de transmettre des mots. Et l'expression média des quartiers, elle est horrible. Moi, je la découvre. J'ai peur qu'elle soit demain, que ça devienne encore une expression. Pour moi, Céline, c'est une journaliste. C'est pas une journaliste des quartiers. Le hasard a fait que moi, je l'ai reçue comme journaliste. Elle m'a interviewé, tout ça. J'ai eu affaire à un journaliste. Salar, c'est un responsable associatif. C'est pas un responsable associatif des quartiers. Ça n'existe pas. Média des quartiers, pour moi, ça veut dire on contribue à dévaloriser une frange de professionnels. Pour moi, quelqu'un qui travaille dans un média, il travaille dans un média. Il n'y a pas les médias des quartiers. Hakim et Mousse, ce n'est pas des chanteurs des quartiers. C'est des chanteurs. C'est tout. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, il n'y a pas de médias des quartiers, ça n'existe pas. Faites bien attention, vous êtes un média, faites bien attention de ne pas inventer un truc qui demain, on va dire, ah, toi, tu es journaliste des quartiers. Moi, je ne suis pas journaliste des quartiers, hein. C'est journaliste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous partager un peu les raisons pour lesquelles il y a les difficultés des habitants à parler aux médias? Peut-être même que certains RCN qui sont avec nous ce soir peuvent en parler. Ok, il y a quelqu'un qui... Vous pouvez venir ici, s'il vous plaît. Parfait, c'est ce que je voulais entendre. On m'a aussi dit d'être calme, donc je vais rester calme. Donc, non, de manière très simple, moi je dirais que s'il y a beaucoup de personnes, on va dire, qui se méfient des médias, c'est peut-être parce qu'ils pensent que leur parole, elle ne... Bon, je vais le dire clairement, peut-être que pour beaucoup, leur parole, elle ne vaut pas grand-chose. Ils ont, même si des journalistes viennent pour leur parler, ils auront peut-être le sentiment que, comme ça a été dit tout à l'heure, que leur vérité ne va être modifiée et ne va pas forcément correspondre à la réalité qu'ils ont décrite. Et pour beaucoup, certains n'ont jamais vu jamais vu, c'est peut-être un grand mot, mais pour beaucoup, certains n'ont jamais vu de réels changements par rapport aux problèmes dans leur quartier qu'ils ont pu dénoncer, que ce soit au niveau des inégalités, qu'elles soient sociales, raciales et même beaucoup d'autres. Donc je pense que cette méfiance, en grande partie, elle vient de là. Et pour beaucoup, il n'y a pas forcément de journalistes, de grands médias qui sont intègres. C'est pour ça que pour moi, les médias indépendants, c'est important parce que eux, on sait que voilà, ils sont vraiment là pour nous écouter et c'est pas forcément le cas de tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous parler? Mais ok, on parle des difficultés, on n'a même pas demandé l'avis d'Akli. Il est où? Il s'est caché où, Akli? Il est le directeur de Kaina TV, il faut qu'il nous dise quelles sont les difficultés qui... Il est où là? Surtout qu'on avait plein de choses à se dire Allez, tout à l'heure. Allez, directeur, viens. Il ne faut pas te cacher. Il n'a pas de difficulté, Akli. Même s'il est le directeur, et aussi, il va promettre 1 minute aussi. Hein? Et ouais. Ok. Sinon, tout le monde me tape, c'est ça? Il n'y a pas de bagarre. La question, les difficultés que nous rencontrons, nous, à Kaina TV, mais je crois que vous l'avez bien dit, c'est des fois un peu compliqué, hein, pas toujours, de rencontrer des habitants et qui puissent à un moment donné s'exprimer sur un domaine qui, politique, sociétal. Alors, pour quelles raisons? Ça s'explique aussi, hein, pour comme tout le monde, des raisons de timidité, de pudeur, de crainte des médias, et puis plein d'autres choses. Je vais vous donner un exemple très concret. Hier, je crois que c'était hier ou avant-hier, avec Rachel Keke, qui a été sur le quartier, on était en train de faire une balade
avec Rachel Keke sur le Grand Mail, avec une équipe de jeunes là, qui filmaient. Et on s'est retrouvés à filmer le quartier, quoi, en se baladant. Et il y a un jeune qui est venu nous voir, qui nous a dit moi, je veux pas apparaître à l'image. C'est son droit. Il dit je veux pas apparaître parce que j'ai été bluffé plusieurs fois par les médias traditionnels. On a dit ok, ça c'est un droit qu'on doit respecter, donc on va te flouter, tout ça. Il a dit pas de problème. Et puis après, il a compris que c'était Kaina TV. On lui a dit, mais on est une association d'éducation populaire qui est située. Il dit, ah ouais, Kaina, vous formez des jeunes. Il a dit, ah là, il n'y a pas de problème. Voilà, là, mais voilà, c'est un exemple je crois qu'il faut expliquer aux gens qui on est, vers quoi on tend, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait. Et très souvent, ces explications ne sont pas données par des journalistes qui viennent... voilà. Je ne généralise pas, mais ça arrive. Un autre exemple très concret, et là, pour le coup, moi, ça m'est arrivé de renvoyer une équipe de France 3 aux régions. Je vais la faire très courte, tu m'as dit 1 minute, mais cet exemple est ouais, mais je suis le patron. Je suis le patron. Une fois, il y a les journalistes de France 3 sont venus à Kaina pour faire un reportage sur Kaina. Alors, il y avait des blagues, des blancs, des beurs, des Chinois. Il y avait une Italienne, une Espagnole. Et ce qui m'intéressait, pour moi, en tout cas, pour l'association, c'était de dire à un moment donné, voilà, c'est cette histoire de mélange qui est intéressant et qu'ils arrivent à fabriquer des choses ensemble. Et la journaliste, elle est rentrée dans Kaina et vers qui elle a été directement vers les Arabes, quoi. En gros, le plus basané, alors qu'il était français. Hein. Et voilà, c'était ça. Alors, pour moi, c'était cette histoire de mélange qui est intéressant. Ça m'avait choqué. Alors, moi, j'étais pas présent sur le moment. C'est une collègue qui était là. Et elle me dit, moi, j'étais à Arles. Et elle me dit, Akli, il y a un truc qui se passe, je comprends pas, je la sens pas. Je viens rapidement à Montpellier et je la vois avec son micro courir, hein, mais littéralement sur le Grand Mail, en courant après les habitants. Oui, alors qu'est-ce que vous pensez de Kaina tatati tatata. Je lui dis, mais c'est comme ça que vous adressez aux habitants des quartiers populaires. Nous, notre travail d'éducation à l'image, c'est de leur expliquer qu'il faut prendre le temps de dire aux gens qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et vous leur courez après et ils se sentaient même agressés. Ces deux choses m'avaient choqué. Et troisième chose, c'était un moment où c'était un peu tendu vers les Grands Mails. Les acteurs associatifs connaissent, à un moment donné, ils prennent la température du territoire et on sait à quel moment où c'est pas le moment d'y aller, quoi. Et on lui dit, je me rappelle plus de son prénom, de toute manière, je n'assisterai pas, c'est pas important. Il faut pas y aller, parce que c'est tendu. Ah non, on y va, journaliste, France 3, cowboy, tatatiti, elle y va. On l'accompagne forcément pour un peu protéger, quoi, essayer de protéger, alors qu'on pouvait rien protéger. Et puis on s'est fait caillasser, quoi, parce que c'était pas le moment. Donc voilà. Alors je sais pas si j'ai répondu à la question quelles difficultés. Les difficultés, ouais, elles sont multiples, mais après, oui, il y a d'autres stratégies qui sont le podcast audio. Il y a aussi prendre le temps. Alors nous, ça fait 23 ans, mais on rencontre quand même toujours ces difficultés. Mais voilà, pour plein de raisons différentes, il faut arriver à les accepter et à faire avec. Merci beaucoup. On applaudit le directeur, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut encore, je pense qu'on a peut-être un peu de temps encore, on peut prendre quelqu'un pour nous partager. Bon, c'est bon. Ah, d'accord, très bien. Je me déplace. Elle vient chez nous ou je reste ici? Bonsoir. Moi, je voulais vous demander deux choses. D'abord, est-ce que vous avez le sentiment aussi de faire histoire, c'est-à-dire d'aussi fournir de la matière pour une histoire qui n'est pas encore écrite et qui intéresse peu de gens? Donc, est-ce que les médias que vous représentez font aussi des archives sur un temps qui intéresse peut-être pas grand monde et sur une expression qui intéresse peut-être pas grand monde? Voilà, première question.
Et deuxième question, est-ce qu'il y a des sujets tabous, des sujets que vous n'allez pas aborder volontairement? Voilà. Et auquel cas, est-ce qu'un média peut ne pas aborder certains sujets? Merci. Qui répond? Céline? Moi, je veux bien répondre sur la question des sujets à ne pas aborder, qu'on n'aborderait pas. Moi, chez nous, je ne crois pas qu'on a eu cette problématique-là. On l'a vu, là, notamment dans la période actuelle, qu'il y avait des sujets très, très tendus depuis un mois. Et nous, prendre la température et l'avis des habitants sur des sujets très politiques, ça, enfin, en termes quand je parle du thème, hein, vraiment du sujet, après, forcément, quand ça ne rentre pas sur le... Enfin, on peut censurer certains propos, ou en tout cas, voilà, mais on ne va certainement pas, à mon sens, se censurer sur un sujet. Parce que dit trop sensible, parce que ceci, ou... Enfin, voilà, je pense que c'est... L'indépendance, elle est importante par rapport à ça. Sur la question de faire histoire, alors je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais peut-être que pour moi, faire histoire, c'est aussi ne pas forcément parler de sujets chauds et de réagir à l'émotion, mais peut-être être dans la réaction permanente, mais peut-être parfois aussi prendre le temps de prendre un peu de recul et de parler de choses de manière un peu plus profonde. Parce que nous, on a aussi on a un petit média, même si le Bondi Blog il a 18 ans, on va pas se mentir, il y a des questions d'argent qui se posent dans les médias. Et pouvoir être partout, tout le temps, sur un sujet chaud, il faut avoir les moyens, il faut avoir des salariés, il faut avoir quelqu'un de dispo. Et nous, en tout cas, c'est pas notre cas au Bondi Blog. Donc, parfois, on va pas réagir sur un sujet chaud d'actualité, on va pas être là sur telle ou telle problématique où d'autres médias pourraient être présents parce qu'ils ont les moyens de l'être, mais on va peut-être faire des choses avec un peu plus de recul. D'accord. On va parler des solutions maintenant parce qu'on a beaucoup parlé des problèmes. Et très rapidement, on va parler des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait une fluidité de relation entre les habitants et les médias? Nora, est-ce que tu peux prendre la parole par rapport à ça? Parce qu'il faut réfléchir, le monde évolue, il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a tout. Est-ce que on peut trouver une solution pour ça? Après, je donne la parole à M. Salah. Et maintenant, on a vraiment 5 minutes pour finir, donc on va aller vite. Je vais aller très vite. Je n'ai pas la solution ou les solutions. Je peux juste dire ce que nous, on essaye de faire modestement à notre échelle. C'est aussi d'explorer d'autres modes. On se rend compte quand on échange avec les jeunes, voilà, on a parlé de la musique tout à l'heure, mais il y a aussi le documentaire et le cinéma qui leur parlent beaucoup. Donc on va explorer aussi d'autres formes de narration, d'autres manières de mettre en récit, c'était évoqué tout à l'heure. Alors avec, encore une fois, des moyens limités, donc forcément on ne va pas sortir un 52 minutes demain qui va être diffusé sur Netflix, pas encore. Mais l'idée c'est d'aller vers ça aussi, c'est prendre le temps, ça a été dit aussi, ça c'est important. Et quand on écrit un documentaire, on se fait accompagner par des professionnels pour raconter quelque chose avec une temporalité différente. C'est aussi une manière de témoigner, de raconter. En dehors du cadre un peu contraint que peut être celui d'un média traditionnel, les médias ont du mal de façon générale. Nous, on a un média local à Strasbourg, U89, un survivant. Tous les ans, ils font des campagnes pour d'abonnement. On sait qu'il y a des médias aussi à l'échelle nationale qui ont du mal. Donc il y a aussi cette dimension économique qu'il ne faut pas oublier. Une des solutions, donc, c'est explorer d'autres modes de mise en récit, et c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, accompagner des jeunes à produire leurs propres médias et à être responsables de leurs propres médias aussi. D'accord, monsieur Salah. Ouais, je vais faire vite, 1 minute comme monsieur Akli. Bon, alors du coup, comme Nora a dit aussi un certain nombre de choses que je voulais dire, je ne vais pas les répéter. Simplement, je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est en fait d'être sur cette question de la présence, quoi. Il faut se côtoyer. Et je crois que ça, c'est vraiment très, très important, comme le fait Kaina, comme on peut le faire Tactique Collective, c'est d'être au cœur des quartiers, d'être là au quotidien. Il faut qu'on ait une certaine familiarité. On n'est pas là que pour faire des
des événements, que pour faire des médias. On est là pour y vivre aussi. Enfin, je ne dis pas qu'il faut y habiter, peu importe, qu'on y habite ou pas, mais enfin, pas tout à fait que peu importe, mais en tout cas, il faut en tout cas se familiariser, il faut vivre avec les gens, il faut être là dans le quotidien, il faut passer des moments. Nora l'a dit aussi tout à l'heure, qui est très important, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'informel. C'est-à-dire que là, on est en train de faire une discussion, et on va discuter encore plus tout à l'heure quand l'émission sera terminée. Voilà. Ensuite, juste un mot en tant que diffuseur, parce que ça, c'est aussi, nous, finalement, Tactique Collectif, on a aussi ce rôle-là, et c'est effectivement, aujourd'hui, on le voit bien, comment le fait de diffuser, voilà, à Origine Contrôlée, on a fait un plateau un peu comme ça avec Chouf Tolosa et avec d'autres éditeurs, parce que bon, on a parlé des médias, mais il y a aussi un phénomène très intéressant dans le domaine de l'édition de bouquins. Voilà, donc de faire ces passages de relais-là, ou de diffuser. Il y a 2 jours, on a diffusé l'avant-première du dernier film de Lajli. D'ailleurs, je signale qu'on a la chance d'avoir un des comédiens dans la salle, où je ne sais pas s'il a bougé par là. Il revient, voilà. Bon, mais c'est un moment extraordinaire, quoi. Voilà, c'était vraiment... le cinéma, c'est vraiment un média très, très important. D'accord, merci. Hope, tu es prêt à prendre Oui, j'étais juste intéressée d'interroger Nabil sur la question également. Parce qu'on parlait aussi de la formation tout à l'heure des jeunes. Est-ce que ça peut être un bel outil pour qu'ils soient plus ouverts aux médias? Une solution? Ouais, bien sûr. Bah, j'ai l'impression que c'est ce que vous faites ici aussi à Kaina TV. Et on l'a pu le voir justement, comme disait Salah, le week-end dernier, enfin il y a 15 jours, quand on a... Je sais même plus. Mais quand vous êtes venu couvrir l'événement. Et nous, comme je disais, ça a commencé par un atelier de journalisme. Donc déjà, ça avait pour vocation au départ d'aller dans ce sens-là, de formation. On a notamment 2 jeunes femmes qui ont participé aux ateliers, qui ont un peu percé dans le domaine du journalisme. Et ça, on en est fiers, quoi. On les a accompagnées aussi derrière, surtout par les réseaux, etc., pour que ça puisse fonctionner au mieux. Et ouais, c'est important. C'est-à-dire que c'est important, les médias indépendants, et de faire contre-pouvoir, etc. Mais c'est aussi important, en parallèle, d'avoir des personnes issues de chez nous, quoi, pour le dire largement, qui puissent accéder à des médias dominants et qui puissent peut-être essayer de trouver des marges de manœuvre là-dedans pour raconter les histoires aussi autrement. La question de la représentativité, en fait, quoi. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Erwan, c'est vous qui avez plus de cheveux blancs ici, hein, donc on aimerait avoir... on aimerait quand même avoir la parole d'un sage, quand même. Donc voilà, on finit par vous. Je me suis fait teindre les cheveux spécialement parce que je savais que tu allais tester là-dessus, donc j'ai fait... Voilà. Non, mais alors, ce qui est très important, en fait, je pense que Salah l'a dit, c'est la capacité d'incarner quelque chose, d'être sur place et d'être au milieu des gens. Et c'est pour ça que nous, au bout d'un certain nombre d'années, on a décidé de créer ce Media Lab qu'on avait fait, qui était une sorte de tiers-lieu, en fait. On avait pensé, d'ailleurs, avec Nordine Nabili, faut le dire, et Mohamed Hamidi un petit peu, comme un lieu où, grosso modo, des gens pouvaient venir pour y mener une activité ou une autre, liée plus ou moins aux médias. Donc on a dit monter un événement, un concert, une rencontre, une diffusion de matchs de foot, etc. Venir y monter leur boîte, venir s'entraîner, venir essayer d'être accompagné, venir prendre des locaux, venir produire du contenu, venir ceci, cela... Voilà, peu importe. Et les gens venaient pour une raison et ils repartaient pour une autre, en fait, ou ils restaient pour une autre, puisqu'ils avaient rencontré plein d'activités assez variées, et qu'au quotidien, on était là, d'une certaine manière, pour... voilà, la lumière était là, et ils pouvaient rentrer. Alors, bon, c'était dans des locaux qui étaient un peu compliqués d'accès, hélas, donc c'était pas optimal. On espère qu'à l'avenir, on pourra mener d'autres expériences comme ça, mais aujourd'hui, c'est un peu la mode du tiers-lieu. Tout le monde veut faire des tiers-lieux, etc. C'est plus ou moins réussi. Mais pour le coup, nous, on a fait un tiers-lieu qui était un vrai lieu de mixité. Je pense que c'était un des rares tiers-lieux de France, ou au moins d'Île-de-France, dans lesquels, je dirais, la population était totalement représentative du territoire, avec des bobos, mais plein de gens des quartiers, etc. Et c'était
à ce titre-là très enrichissant. Et je pense qu'il faut laisser la possibilité au hasard aussi, de ne pas dire que ne doivent venir que des gens qui ont envie de devenir journalistes, etc., etc. Parce que là, on va toucher 0,000% de la population. Il faut que des gens qui ont envie juste de venir pour écouter quelque chose soient amenés à rester pour apprendre quelque chose après avoir écouté. Donc voilà, il faut être présent sur le terrain. Sinon, on va rester dans le virtuel. Et le virtuel, c'est ça qui tue toute l'activité globale, je dirais. C'est ça qui nous éloigne les uns des autres. Et c'est ça qui rend le fou les gens, je pense. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Erwan. Céline, peut-être, vu que vous n'avez pas eu la parole pour cette question, un dernier mot sur la question des solutions pour que les gens des quartiers aient plus confiance aux médias. Il y a une présence sur le terrain qui est essentielle, comme l'a dit Salah. Il y a aussi, je pense, on parlait tout à l'heure de pouvoir faire en sorte que quand tu disais des gens de chez nous puissent intégrer certains grands médias aussi, c'est vrai que c'est important, mais ne serait-ce qu'ils puissent intégrer certaines écoles de journalisme. Donc il ne faut pas oublier que c'est quand même un métier qui est assez élitiste et que même s'il y a dans l'absolu, il y a des gens qui sont devenus journalistes et qui n'ont pas fait d'école, c'est quand même, on l'a vu encore récemment, il y a eu des campagnes de fête où des grands médias, Libé et d'autres disaient il faut de la diversité, etc., etc. Et puis au final, quand on voyait la photo de Pau de fin d'année, il y avait zéro diversité. Donc il ne suffit pas aussi, il faut quand même préciser un truc pour moi, parce qu'il y a un petit peu cet effet de mode... quartier populaire, etc. Mais c'est pas juste habiter Montreuil en fait qui légitime. Enfin voilà, c'est pas parce que tu es journaliste et que tu as passé le périph' et que tu habites à Montreuil, je caricature, hein. Mais c'est pas ça qui fait ta légitimité en fait pour aller parler aux habitants. Moi je pense qu'il faut aussi remettre de l'humain dans le truc, et c'est vrai qu'aujourd'hui dans ce métier, on va demander dans des grands médias, voilà, tu as un pigiste, jeune pigiste, il doit faire 5-6 sujets par jour. En termes de temps, c'est pas possible, tu peux pas faire du qualitatif. Donc forcément, il y a des questions d'argent, etc. Mais si les gens te voient juste comme un journaliste qui arrive quand tu as besoin d'eux pour leur prendre la parole, éventuellement, on va dire, même si tu viens pour donner la parole, mais qu'au final, c'est pour faire un sujet où on va couper la moitié de ce que tu as dit, biaiser ton discours. On disait tout à l'heure, ça amène de la défiance et de la méfiance. Et que, notamment quand on arrive sur des affaires dramatiques ou des questions de révolte urbaine, des sujets hautement politiques, si tu viens juste dans ces moments-là, que tu ne crées pas un minimum de liens, que tu ne suis pas l'affaire après, bah forcément, quand tu reviendras, tu n'auras pas la confiance des gens. Et je pense que quand on fait un article, c'est aussi parfois, après, mettre un peu d'humain. Et quand il y a une question de lutte ou de procès, quoi que ce soit, c'est aussi de reprendre des nouvelles des personnes et garder des contacts. En tout cas, c'est comme ça. 30 secondes. Moins d'une minute, sans problème. Parce que Rachid est revenu, je vais répondre à cette question de médias de quartier. Je pense qu'en fait, ce qui est important aussi, c'est qu'on soit en capacité aujourd'hui, comme on a essayé de le faire hier, il y a une époque avec Précécité, de constituer un groupe de pression, très clairement. C'est-à-dire d'où on parle et qu'est-ce qu'on veut obtenir. Pour obtenir des choses auprès de la presse et du grand public, pour obtenir quelque chose des institutions, on a créé, nous, des lignes de financement pour des médias de proximité. Ça s'est finement appelé médias de proximité, mais c'était il y a une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années. À l'époque de Sarkozy, ça s'est fait. C'était à la dure, mais voilà, ça s'est fait. Et en gros, moi, j'ai toujours en mémoire l'expérience extrêmement forte d'un autre groupe de pression qui a été remarquable. Quand en 81, la gauche est arrivée au pouvoir, il y avait eu négocié auprès des chaînes de services publics, enfin, tout était service public à l'époque, mais il y avait une négociation avec le Parti communiste notamment, pour qu'un certain nombre de rédacteurs et de journalistes proches du Parti communiste intègrent les chaînes de télévision. C'était négocié un accord de gouvernement. Le jour où on sera en capacité, parce qu'on a été suffisamment organisé entre nous, avec un objectif politique très identifié, d'être capable de dire il faut que, quand il y a telle situation, on soit capable d'embaucher un certain nombre de gens issus de ces rédactions-là, qui ont cette expérience-là de terrain, et ben franchement, on aura un petit peu avancé. Voilà. Merci beaucoup, Erwan. Merci. Merci à tous, merci aux intervenants, merci pour votre présence, merci au public également d'avoir été là avec nous, de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. C'est la fin de l'émission, elle sera disponible en rediffusion sur le Facebook de Kaina TV, sur YouTube et sur le site de Kaina. Merci à nos invités encore une fois, Céline, Salah, Nabil, Nora et Erwan. Et on se dit à très vite, Islam. Oui, mais en attendant, il faut que je dise merci
à tous les partenaires de Kaina TV. On ne peut pas tous les citer, mais bon, juste un merci, ça suffit. Merci à tous les bénévoles. Et on s'est dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir. On les applaudit bien fort. Islam.